Eh ben, je m'appelle Myriam Leroy, j'ai 36 ans. Je suis journaliste indépendante. Je travaille beaucoup en radio, un peu en presse écrite et de temps en temps en télévision, mais de plus en plus rarement. J'ai publié un premier roman il y a presque tout juste 1 an qui s'appelle Ariane. Qu'est-ce que je peux vous en dire, qui est formidable. Il faut absolument non, ça a été une aventure intéressante de découverte de ce que je voyais d'habitude de l'autre côté du miroir en fait. Et ce n'était pas que bonheur et exaltation en fait cette aventure de publication, parce que c'est aussi beaucoup de pression. Et puis en tant que journaliste qui ai l'habitude de l'ouvrir et puis de donner mon avis aussi sur les produits culturels que font les autres, je me sentais aussi un peu attendue au tournant. Voilà, je pense que ça fait toujours un peu ricaner, quoi. Ceux qui osent franchir, enfin voilà, s'emparer de ce qu'ils jugent d'habitude. Heureusement pour moi, ça s'est plutôt bien passé, mais ça a été quand même les quelques mois avant la sortie du bouquin, ça a été pas mal d'angoisse, quoi. Et pas mal d'angoisse aussi je n'avais aucune idée de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça a un intérêt quelconque, est-ce qu'on va m'attendre avec du goudron et des plumes mais je suis bien contente parce que le livre a été bien accueilli, surtout en France. Étrangement, j'ai eu plus de presse en France qu'en Belgique sur le livre et voilà. Là, je suis en train d'essayer d'écrire mon 2e roman, mais sans grande certitude, en fait. J'ai plus ou moins 120 pages pour l'instant, mais je pourrais tout à fait les jeter. Et donc voilà. Que vous dire d'autre ? Les gens sont plus longs et plus disserts sur... Non ? Ça dépend. Il y en a un, on a même dû couper tellement il a raconté des trucs qu'il ne devait pas raconter. Ah oui. Il dévoilait l'envers du... Exactement. Et il disait du mal de la RTBF. Je ne peux pas dire. Il n'y a que ceux qui étaient là qui peuvent le savoir. D'accord. Donc c'est bien, on a un droit de regard sur sur les confidences qu'on ferait malgré nous. J'adore lire, comme vous tous ici, je pense. Donc je suis ravie d'avoir été invitée à vous faire partager, mais non pas mes coups de cœur, parce que c'était pas ça la commande, mais c'était les livres qui ont vraiment marqué ma vie de lectrice. Alors hélas, comme c'est des livres que j'adore, je les ai tous prêtés. Je les ai plus chez moi, donc j'ai pas pu les relire, ni même les reparcourir avant de venir ici. Donc je vais devoir tout vous faire de mémoire, et j'ai une mémoire qui est quand même très parcellaire, surtout en ce moment. Je pense que le dernier que j'ai relu, c'est celui-ci, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes, qui est un petit livre qui a changé ma vie. Alors, est-ce qu'il a changé ma vie de lectrice ? Peut-être pas dans ce sens-là, mais je crois qu'il a changé ma vie tout court, et je sais qu'il a changé la vie de tous ceux et celles qui l'ont lu, que ce soit des hommes ou des femmes, parce que c'est un essai en fait, mais c'est un essai féministe, mais il a autant d'écho auprès des hommes qu'auprès des femmes, ce qui est assez étonnant, parce qu'en général les livres, les essais féministes, j'essaye de faire la prosélyte et de les faire lire autour de moi, et beaucoup d'hommes n'ont pas envie de lire ça pour différentes raisons, et puis quand ils lisent des essais féministes, ils viennent me voir en disant « Oui, j'ai lu, mais bon, ouais, bon ». Que là, il se passe toujours quelque chose, quoi. Il se passe que ce soit les hommes ou les femmes qui lisent ce livre, ça remue, quoi. Ça bouscule et ça décentre, parce que le style est extrêmement moderne. C'est pas un roman, c'est un essai, mais c'est aussi autobiographique, et c'est pas un livre de théorie, même s'il est marqué théorie sur la couverture, c'est pas du tout. En fait, ça part du propre vécu de l'auteur, de l'autrice, je dirais. Et je crois que pour savoir un peu ce qu'il y a dedans, il vaut mieux que je vous lise juste les premières pages qui sont très parlantes, en fait. Donc voilà, c'est les premières lignes de King Kong Theory de Virginie Despentes. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien,
je ne viens pas me plaindre, je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser, dès qu'ils sentent le sexe, et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait des très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait des jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celle-là. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle, belle à changer l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Quand j'étais au RMI, je ne ressentais aucune honte d'être une exclue, juste de la colère. C'est la même en tant que femme. Je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là. On a toujours existé, même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. On a toujours existé, on n'a jamais parlé. Même aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement des personnages féminins au physique ingrat ou médiocre, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux en 2 chapitres, elles jouissent en 4 lignes, elles aiment tout le sexe. La figure de la loseuse de la féminité m'est plus que sympathique, elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du loser social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je suis plutôt du genre King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est, trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. Voilà, c'était les premières pages de King Kong Theory de Virginie Despentes, qui est un livre coup de poing. Virginie Despentes, elle a commencé à écrire, elle avait une grosse vingtaine d'années, un livre qui s'appelait Baise-moi, qui a été assez mal reçu par la critique dans l'ensemble, mais quelques journalistes et quelques personnes qui comptaient sur la place de Paris ont quand même trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais au début, elle s'est quand même fait, même physiquement molester, parce que c'est l'histoire d'un road trip dans lequel 2 nanas font tout ce qu'elles veulent. Et en gros, ce qu'elles veulent, c'était... Voilà, ça suivait un événement violent, c'était suite à un viol. Elles décident de tuer tout le monde sur leur passage, et même de tuer des enfants, et puis de baiser, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Et puis de baiser et de tuer, de cambrioler, de foutre le feu. C'était écrit dans un style extrêmement brutal, mais très précis. Comme Virginie Despentes, on dit parfois qu'elle est trash, mais moi je trouve pas qu'elle est trash en fait. Elle est pour moi très, très cash. Et c'est ce côté très cash qui empêche de... Enfin, pour moi, c'est une auteure qui nous empêche de nous voiler la face, en fait, et qui nous montre à voir les choses telles qu'elles sont, ce qui fait qu'elle peut susciter un sentiment de rejet parfois assez fort de la part de certains lecteurs, notamment Baise-moi. On n'était pas encore habitué à trouver des femmes qui écrivaient comme ça, avec ce style très électrique et électrisant, à raconter des choses avec une violence non édulcorée. Le bouquin est sorti en film aussi, avec des séances de sexe non simulées. Je me souviens que je l'avais vu à 16 ans, c'était peut-être un peu plus tard, 16 ou 17 ans, mais c'était mes premiers contacts avec Virginie Despentes et j'avais détesté. Je n'avais pas compris, en fait, j'ai trouvé ça extrêmement choquant, mais j'étais pas prête du tout à voir ça. J'étais élevée avec énormément de normes et de conventions, et donc ce road trip sanglant, sexuel, pornographique me semblait être gore et grand guignol. Donc j'avais pas du tout aimé ce film, et j'avais pas du tout envie de revenir à Virginie Despentes jusqu'à ce qu'elle sorte ceci, en fait. Un jour, un ami me l'a offert. Je pense que le livre est sorti en 2000... Il n'y a pas si longtemps, en fait. En 2006, je dirais. Ouais, voilà, en 2006.
Et là, j'ai compris pourquoi elle avait écrit Baise-moi, parce que c'est ça. Et Baise-moi, c'est un livre écrit depuis chez les moches, les exclus du marché, de la bonne meuf, déclassée en fait. Et tout ce qu'elle fait, Virginie Despentes, dans tout ce qu'elle écrit, c'est parce qu'elle n'a pas du tout que des romans féministes à son actif. Elle a même la trilogie Vernon Subutex, qui a publié son dernier volet il y a 1 an, je dirais. Il n'est nulle part question de féminisme, mais il y a toute une galerie de personnages, et parmi ces personnages, il y a des femmes, et ce sont des femmes qui ne sont pas idéalisées sous un regard masculin. Donc c'est en ça que pour moi c'est un ouvrage qui aussi fait œuvre de féminisme, mais elle est aussi très intéressée par les questions de justice sociale et de lutte des classes. C'est peut-être un peu caricatural pour décrire la manière dont elle présente les choses, mais il y a quelque chose qui l'obsède du côté des possédants. Elle appelle ça les possédants. Et les possédants, pour elle, c'est aussi bien les détenteurs du capital économique que les détenteurs du capital symbolique de domination, comme ce qu'on appelle les hommes blancs, hétérosexuels, quinquagénaires de culture catholique. Voilà, moi, c'est quelqu'un que j'adore. Je suis amie avec un de ses meilleurs amis, j'ai de la chance, qui lui prédit un prix Nobel de littérature dans quelques années. Et au début, il le disait un peu comme une blague. Et maintenant, il se prend à y croire. Et moi aussi, j'y crois, en fait. Je pense que c'est vraiment un auteur qui est en train de construire une œuvre, qui dit quelque chose de notre monde, qui dit quelque chose de la fin, d'une sorte d'effondrement de notre civilisation. Et qui le dit avec énormément d'acuité et un style qui n'appartient qu'à elle, que je trouve très beau, en fait, très précis et jamais paresseux. Il n'y a pas une seule ligne chez Virginie Despentes qui est paresseuse ou qui pourrait être remplacée par une autre. Et voilà, c'est une fille en plus très sympa. En interview, je trouve qu'elle est tout le temps pertinente. Même quand on n'est pas d'accord avec elle, on a envie de l'écouter. Parce qu'elle peut dire des choses qui peuvent ne pas faire plaisir, quoi. Quel que soit l'endroit où on se situe, on sera toujours le dominant de quelqu'un. Donc, elle dit parfois des choses qui nous questionnent sur nos propres privilèges et qui sont un peu cuisantes à entendre, mais elle a tellement de sagesse, me semble-t-il, alors qu'elle ressemble à un vieux motard tatoué de la tête aux pieds, qu'on l'écoute. Et il y a quelque chose de son discours qui résonne toujours quelque part, quoi. Et elle est assez radicale, et pourtant, dans King Kong Theory notamment, beaucoup d'hommes l'accueillent, quoi, cette parole, alors que c'est une parole qui me semble parfois difficile à encaisser, quoi, mais elle force les gens à devenir ouverts d'esprit. Je crois que c'est ça qui est vachement fortiche chez elle. Voilà. Elle fait partie, alléluia, du jury elle est membre de l'Académie Goncourt. Et je pense que c'est grâce à elle que l'Académie Goncourt a décidé de couronner cette année le livre de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, qui est un livre que j'adore, dans lequel Virginie Despentes voyait quelque chose de l'ordre de Zola, et qui est que je vous conseille à tous de lire si vous l'avez pas encore lu, parce qu'il est magnifique, il est passionnant, il est beau, il est pas prétentieux. Il n'a pas ce côté un peu grande culture classique qui peut être un peu écrasant parfois avec certains Goncourt. Et puis il raconte ce qu'on raconte pas beaucoup d'habitude, c'est-à-dire les ploucs, et en l'occurrence des années 90. Et avec infiniment moins de talent, c'est ce que j'ai essayé de faire moi dans mon livre, parce que j'avais l'impression que les gens de ma génération, dans leur biotope, c'est-à-dire pas les grandes villes, pas la grande culture, pas la grande bourgeoisie, ni l'extrême précarité non plus, il y avait rien qui nous représentait. Il y avait rien qui représentait les années 90, il y avait rien qui racontait notre histoire. Et là, j'ai l'impression que les auteurs de ma génération sont en train de, je ne vais pas dire prendre le pouvoir, mais en tout cas de se saisir de leur voix, quoi, et d'écrire.
Et Nicolas Mathieu, c'est ce qu'il a fait. Et c'est pas uniquement pour le pittoresque et le côté muséal que je trouve ça important de parler des années 90 et de ce qu'on a vécu à cette époque-là, mais c'est aussi parce que dans ces années-là, il y avait déjà en germe tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. Le livre de Nicolas Mathieu, quand on le lit, on comprend le mouvement des Gilets jaunes beaucoup mieux, à mon avis, que si on ne l'avait pas lu. Parce que c'est ça qu'il raconte, c'est comment une forme de duplication et d'héritage de la précarité de génération en génération fait qu'on accepte sa condition jusqu'à un moment où on ne l'accepte plus, au point de devenir peut-être même parfois violent, quoi, et d'outrepasser certaines limites. Alors Saint-Germain-des-Prés a trouvé que attribuer le Goncourt au livre de Nicolas Mathieu, c'était peut-être pas l'idée de l'année. Moi, je trouve que c'est formidable et que ça donne un très très bon signal pour tous les auteurs et pour le public. Il y a aussi, pas vraiment dans le même genre, mais qui un peu brosse le même type de paysage. Il y a le livre d'Adeline Dieudonné, La vraie vie, dont tout le monde a certainement déjà entendu parler. Il y a aussi le livre de Lise Spitz, cette jeune auteure flamande qui est juste ici, qui s'appelle Débâcle, qui lui comporte en plus quelque chose du pittoresque Vlaams, quoi, vraiment des campagnes flamandes où on voit la terre qui colle sous les semelles. C'est un bouquin assez sordide qui est vachement bien fait, qui est moins social que tout ce que Nicolas Mathieu ou Virginie Despentes peuvent faire. Ça raconte moins de choses sur l'état du monde, mais c'est un livre vraiment intéressant que je vous conseille de lire aussi. Voilà, il est là. Voilà pour notre amie Virginie Despentes. Maintenant, je voudrais vous parler d'Emmanuel Carrère, qui est, avec Virginie Despentes, peut-être bien mon auteur préféré. Alors, je ne sais pas quelles sont vos connaissances en Emmanuel Carrère et s'il faut tout reprendre depuis le début ou pas, ou bien si ça semble acquis à tout le monde, qui est, ce qu'il fait. Et il faut répondre. Emmanuel Carrère, c'est un auteur français qui doit approcher les 55-60 ans, un truc comme ça, qui a commencé par écrire des romans, dont certains ont été même adaptés au cinéma, donc vous les connaissez peut-être via les films. Il y a eu La Moustache, La Classe de neige. Et à un moment donné, je pense que c'est en l'an 2000, il a arrêté d'écrire des romans et il s'est lancé dans ce que les Américains appellent la non-fiction, et que chez nous, on appelle, à tort, je trouve, l'autofiction. Il est souvent reproché à Emmanuel Carrère d'être nombriliste et de parler trop de lui dans ses livres et que ça se ferait aux dépens du reste, quoi. Moi, je trouve qu'au contraire, mais c'est quelque chose qu'on ne peut comprendre que si on l'a lu, je pense, il s'inscrit dans une démarche de grande humilité parce que la plupart des auteurs font « voici la réalité, voici la vérité ». Et Emmanuel Carrère, ce qu'il dit, c'est « voici comment je perçois la réalité, voici ma vision de ce que pourrait éventuellement être quelque chose qui s'approcherait de la vérité ». Donc il nous montre à voir le monde à travers toujours le prisme de son regard, ce qui en rappelle le côté tout à fait subjectif. Il vient du journalisme, c'est un excellent journaliste. Il a d'ailleurs publié il y a 3 ans, je pense, un livre qui s'appelle « Il est avantageux d'avoir où aller », qui est une compilation de ses plus grands articles journalistiques, mais c'était à une époque où on pouvait aussi faire des articles de 20 pages, une interview de Catherine Deneuve en 20 pages, quoi, le truc qui n'arrive quasi plus aujourd'hui, à part dans des magazines extrêmement spécialisés. Et lui, il aime bien toujours raconter l'envers du décor, les trucs qui marchent pas comme prévu. Notamment son interview de Catherine Deneuve qui est parue dans ce bouquin-là, elle est célèbre parce que il raconte à quel point il est heureux d'avoir été élu pour interviewer Catherine Deneuve parce que c'est elle qui en avait fait la demande. Je sais plus pour quel c'est peut-être pour Le Figaro, un truc du style. Et il était tellement content qu'il est arrivé à l'interview sans rien préparer.
en se disant nous sommes sur un pied d'égalité, elle et moi, puisque j'ai été choisie, je vais pas me mettre dans une position basse, on va se parler comme deux adultes, comme deux artistes, comme deux professionnels, et je suis sûre que la conversation va couler de source, que tout va très bien se passer, que les questions vont venir. Sauf que Catherine Deneuve se rappelait plus trop de l'avoir choisie, et qu'il est arrivé sans question, et donc elle est arrivée sans réponse, quoi. Et ça a été une sorte de dialogue de sourds extrêmement gênant pendant très longtemps. Il est rentré à la rédaction, il a essayé de dérouler l'interview, ce qu'il avait enregistré, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien à faire de ces 2 heures passées à Catherine Deneuve. Il posait des questions d'une banalité affligeante et les réponses de Catherine Deneuve étaient encore plus banales. Or, il devait faire quelque chose avec... il avait l'exclusivité d'une grande interview avec cette grande actrice. Et donc, il a décidé de très habilement, mais je vous laisserai le lire, et je ne vous gâcherai pas, je ne vous divulgacherai pas la manière dont il s'y prend, mais il arrive à faire ces 10 ou 20 pages, et elles sont passionnantes, et elles en disent énormément sur Catherine Deneuve, et elles en disent énormément sur lui. Elles en disent sur le métier d'écrivain, sur le métier d'acteur, sur l'économie du cinéma. Vraiment, cet article est un roman en soi, et parfait. Parfait, quoi. C'est un article que je montre souvent quand je donne des cours de journalisme, que je montre souvent à mes étudiants. Alors certains n'aiment pas, certains disent oui, mais pourquoi il parle de lui à ce point-là, on voudrait qu'il parle plus de Catherine Deneuve. Et moi j'aime bien. Moi je suis vraiment, il y a ceux qui n'aiment pas Emmanuel Carrère et ceux qui l'adorent, et moi je l'adule, quoi. Mais pas en tant que personne, quoi, vraiment en tant qu'auteur. Et donc, dans les années 2000, il a abandonné les romans de fiction pour un livre de non-fiction qui s'appelle L'Adversaire, et qui est l'histoire d'un... Comment dire ? Qui est un retour sur un fait divers atroce qui avait secoué la France dans les années 90, qui était l'histoire de Jean-Claude Roman, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un médecin qui travaille à l'OMS, voilà. Un médecin français qui travaille à l'OMS en Suisse, donc il doit tous les jours passer la frontière pour aller travailler, qui est père de, je crois, 3 ou 4 enfants, qui a une femme depuis 20 ans, qui a des parents, petite vie idéale d'un médecin de province avec une certaine stature, un notable, quoi. Et puis un jour, il décime toute sa famille. Il abat ses enfants, il abat sa femme, il abat ses parents, il tue presque sa maîtresse, et il se suicide, sauf quand il en réchappe, et que quand il se relève de ses blessures, il avoue qu'en fait tout était faux. Depuis le début, tout était inventé. Il n'était pas médecin. Il n'avait même jamais eu son diplôme. Pourtant, des gens l'avaient vu à l'université. Il avait vu patienter dans des couloirs, passer des examens. Sauf qu'en fait, il a joué un rôle depuis le début. Il patientait en effet dans les couloirs, mais il rentrait jamais dans une salle d'examen. Il allait en élève libre suivre les cours, mais il n'a jamais été évalué sur quoi que ce soit. Et donc pas de diplôme, mais il s'était créé une vie, et à un moment donné, il a mis le doigt dans l'engrenage du mensonge, et puis ce mensonge a fait boule de neige, est devenu de plus en plus grand. Et tous les jours, il prenait sa voiture et il allait jusqu'à l'OMS. Mais il restait dans le parking, dans la voiture, pendant des heures. Parfois, il marchait un peu dans les bois alentours, et puis il allait dans les salles d'attente des médecins, prendre des prospectus sur les maladies et sur les médicaments. Il les mettait dans sa voiture, et puis il roulait, rentrait chez lui. Bonjour ma chérie, bonjour mon chéri, ta journée s'est bien passée. Enfin voilà, ça se passait comme ça. Et ça a duré, je ne sais pas combien 15 ans, je ne sais plus exactement. Et donc Emmanuel Carrère a entendu parler, comme la France de l'époque, de cette histoire, qui l'a complètement fasciné, ce que je comprends, parce que je trouve cette histoire est incroyable. Et il est allé le voir en prison, il est allé voir Jean-Claude Roman en prison, et il a décidé de raconter la vérité de Jean-Claude Roman, en tout cas la vérité qu'il percevait à travers ses rencontres avec ce meurtrier, et avec certains de ses proches aussi. Donc c'est un livre qui a été fait en bonne entente et en bonne intelligence avec le criminel.
et qui a été, je pense, le premier... Enfin, c'est vraiment grâce à ce livre qu'Emmanuel s'est singularisé à jamais dans le paysage des écrivains francophones. Avant lui, et d'ailleurs c'est une inspiration pour lui, il y avait Truman Capote avec 200 froid. Et je pense que c'est le 200 froid francophone qui nous a fait avec L'Adversaire, qui est un bouquin fabuleux. Mais c'est pas le premier que j'ai lu d'Emmanuel Carrère. Le premier que j'ai lu, c'est celui-ci, qui s'appelle Un roman russe. Et qui est un roman qui a changé ma vie de lectrice et probablement ma vie de personne qui souhaite écrire aussi. Parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui s'autorisait à ne pas s'obliger à un travail d'imagination pour raconter quelque chose de l'ordre de la littérature, quoi. Parce qu'on n'est pas dans le témoignage de vie, on n'est pas dans de la psychopop, très loin de là. On est vraiment dans un travail littéraire avec une forme passionnante. Et il y a un essai universitaire qui vient de sortir sur Emmanuel Carrère qui s'appelle « Faire effraction dans le réel ». Pour les fans d'Emmanuel Carrère, c'est vraiment une bible, c'est magnifique. Où chacun essaye de définir en fait le style d'Emmanuel Carrère et personne n'y parvient parce que finalement ils arrivent tous à se mettre d'accord sur le fait que son style c'est pas l'absence de style mais c'est comme une symphonie. On sait pas pourquoi ça sonne bien, mais c'est l'agencement des notes les unes à côté des autres qui au bout du compte fait quelque chose de beau ou de bouleversant ou de surprenant. Donc on peut pas quelle est l'écriture d'Emmanuel Carrère ? C'est difficile à dire. Par contre, quelle est la posture d'Emmanuel Carrère ? C'est ça. C'est qu'il décrit le réel en sachant que sa présence dans le réel a une influence sur celui-ci. Et il ne fait pas croire qu'il est un observateur neutre, dénué de tout affect, qui ne modifie pas la réalité à laquelle il assiste. Et un roman russe, c'est très difficile à résumer, ce livre. Parce qu'il y a plein de trucs dedans. C'est un peu le durum salatou de la littérature. Ça commence par... il nous parle de sa mère, et puis il nous parle d'une histoire d'un vieil Hongrois dans un hôpital psychiatrique en Russie, je pense. Oui, c'est ça. En fait, il raconte qu'il veut faire un documentaire sur une espèce de fait divers, je me trompe toujours, qui a eu lieu en Russie... Et puis il raconte que le documentaire se passe pas du tout comme prévu, que il est avec son caméraman et que il se passe un truc incroyable. Il voudrait que son caméraman le filme, sauf que le temps qu'il demande au caméraman d'allumer la caméra, la scène est déjà terminée. Et il voudrait que le caméraman filme les mouches sur le gâteau et rien que le fait d'allumer la caméra, les mouches se sont envolées. Donc enfin voilà, ça ne tient plus. Donc ça commence par toutes les frustrations du journaliste documentariste sur sa pratique professionnelle. Et puis pendant qu'il est en Russie pour faire ce documentaire, il y a une jeune femme avec laquelle il avait passé quelques soirées quelques jours auparavant qui se fait sauvagement assassiner. Et là, il se dit, ah ouais, c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être là-dessus que je dois faire quelque chose, c'est peut-être là-dessus que je dois écrire. Et c'est le point de départ d'une sorte de road trip qui va de la Russie à la France. Lui-même est fils d'une historienne spécialiste de la Russie. Alors ça a l'air pompeux et chiant comme ça, mais pas du tout en fait. C'est un côté très pop et très passionnant et il s'autorise tout dedans, notamment raconter ses histoires de cœur et ses histoires de cul. Et il y a un truc génial au milieu de ce livre, c'est que il y a une nouvelle érotique qui n'a rien à voir là-dedans, qui n'a rien à voir ni avec la Russie ni avec son travail documentaire. Mais comme il nous raconte un peu comment ça se passe avec sa copine qui reste au pays pendant que lui fait des allers-retours avec la Russie et que ça se passe bien, puis plus très bien. Enfin, voilà. Un jour, le journal Le Monde, je pense, lui demande à toute une série d'écrivains d'écrire une nouvelle érotique. Et lui, il décide d'écrire une nouvelle dont sa copine serait l'héroïne. Donc c'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Et c'était une nouvelle performative, je ne sais pas très bien comment on appelle ça, mais il lui écrit tu te lèves. Je sais que tu prends le train tel jour à telle heure pour aller à ton travail. Tu vas te lever et tu vas aller dans les toilettes. Et dans les toilettes, tu vas faire ça. Et puis tu vas faire ceci. Et puis tu vas regarder le passager qui est assis en face de toi dans le wagon, etc., etc. Et donc il y a une trentaine de pages parce qu'il publie in extenso la nouvelle que le journal Le Monde avait publiée à l'époque. Et ça fait vraiment une charnière dans le livre parce que juste après, en fait, la nouvelle n'a pas du tout l'effet escompté. Lui, il pensait que ça allait
revigorer leur amour, et en fait ça les précipite dans la catastrophe, et il y a tout qui s'effondre comme ça, et donc on continue le bouquin tout en continuant cette espèce d'enquête sur la Russie, mais c'est aussi une quête intérieure des origines et de l'amour. Je vous le vends très très mal, hein, mais je suis tombée complètement amoureuse de ce que faisait cet écrivain en lisant ce livre-là, qui est unique au monde, passionnant, drôle, beau, cru, délicat. Enfin, c'est tout Emmanuel Carrère qui est là-dedans. Et alors après, j'en ai lu, je les ai tous lus, quoi. Il y a D'autres vies que la mienne, qui est considéré comme le meilleur Emmanuel Carrère, qui commence par son expérience du tsunami au Sri Lanka, parce que bon, il lui arrive plein de trucs aussi à ce bonhomme-là. Il est au Sri Lanka, il y a le tsunami de 2006, 2005, et il est dans un hôtel qui est englouti, quoi. Et il fait des allers-retours entre cette catastrophe et la vie et le travail de 2 juges d'instruction en France. Enfin, les liens ne semblent pas clairs comme ça quand on les lit sur papier, mais en fait c'est d'une fluidité absolue, donc c'est très clair et c'est très beau. Qu'est-ce que... L'adversaire, un roman russe et D'autres vies que la mienne, si vous avez envie de plonger dans l'œuvre d'Emmanuel Carrère, pour moi c'est les meilleurs, et c'est des livres très faciles à lire aussi. Je trouve que c'est n'importe qui. Je trouve que c'est difficile de déplaire. Enfin, qu'un livre d'Emmanuel Carrère, c'est difficile qu'il déplaise à quelqu'un. Sauf si on le trouve affreusement nombriliste, ce que je trouve plutôt être le contraire. Alors là, c'est Annie Ernaux, qui est une dame qui doit avoir 80... Combien ? Elle doit... Je sais pas qu'elle est aussi âgée. Oui, je crois qu'elle a 78 ou 80 ans, qui écrit depuis toujours. Elle est aussi une des pionnières de la non-fiction. Elle raconte vraiment sa vie. Qu'Emmanuel Carrère, il se sert de son expérience sensible du monde pour raconter le monde. Elle raconte plutôt sa vie, mais à travers sa vie, évidemment, il y a d'autres choses à lire entre les lignes. Il y a un petit côté Nicolas Mathieu, quoi. Le prix Goncourt, c'est des romans qui sont des chroniques sociales à travers ce qu'elle vit. Son dernier roman, ça s'appelle Mémoire de fille. Il est paru il y a 2 ans, je crois. Et elle raconte un événement qui s'est passé dans les années 50. C'est sa première expérience sexuelle quand elle était jeune fille au pensionnat, dans un pensionnat de bonnes sœurs, non mixte, mais qui rencontrait des garçons parfois dans des sorties et dans des colonies de vacances où elle était monitrice, etc., etc. Et donc, cette première expérience sexuelle est extrêmement traumatisante pour Annie Ernaux parce qu'elle n'est pas tout à fait consentie, elle est brutale, le garçon ne la respecte pas, et donc elle se retrouve à accepter une relation sexuelle extrêmement trash, on va dire, alors qu'elle était amoureuse et c'était une oie blanche, quoi. Annie Ernaux, à l'époque, elle ne savait même pas qu'on utilisait certains orifices, peut-être, si on en avait envie. Et à travers cette première expérience sexuelle, elle raconte la vie à l'époque, quoi. Elle raconte la vie des jeunes filles. Elle raconte aussi la honte sociale parce qu'elle vient d'un milieu ouvrier et que ses parents ont toujours voulu qu'elle les émancipe à leur place, quoi. Que grâce à elle, ils puissent se faire une place de notable, enviable dans la communauté. C'est un très bon livre, mais mon livre préféré d'Annie Ernaux, c'est celui-ci, donc un tout petit livre qui s'appelle La honte, qui fait 140 pages. Bon, je vais peut-être vous lire les premières pages, comme ça vous voyez. Ce qui est intéressant avec Annie Ernaux, c'est qu'elle a une écriture extrêmement sèche,
à l'os. Il n'y a rien d'excédentaire, il n'y a rien de superflu. C'est le contraire c'est le contraire de la chantilly littéraire, quoi. Il n'y a aucun adverbe, quasi. Ou quand il y en a, ils sont extrêmement bien choisis. Elle est d'une précision vraiment chirurgicale sur ce qu'elle écrit. Et c'est même c'est une forme de Graal à atteindre pour la plupart des gens qui essayent d'écrire. C'est avec cette économie de moyens d'arriver à en dire autant. Et d'ailleurs, moi, elle m'a été d'une grande aide quand j'écrivais mon propre livre, parce que en la lisant, je me suis rendu compte de tout ce qui n'allait pas chez moi. C'était beaucoup trop luxuriant, c'était beaucoup trop boursouflé. J'essayais de faire de la phrase, j'essayais de faire regarder comme j'écris bien. Et elle, c'est tout le contraire, quoi. Elle fait pas. C'est l'anti-faisage de malin. Ce qu'elle fait, et c'est pourtant, en dépit ou grâce à ça, extrêmement puissant. Et là, en l'occurrence, c'est un livre qui fait une sorte d'inventaire. C'est comme pas une liste de courses, parce que c'est quand même beaucoup plus étoffé que ça, mais d'inventaire de c'était quoi le monde dans son milieu à l'époque de sa jeunesse, et c'était quoi venir d'un milieu ouvrier et d'avoir cette honte sociale en fait sur le dos. Et la honte dont elle parle, c'est ça, c'est la honte sociale. Et donc ça commence comme ça. Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin au début de l'après-midi. J'étais allée à la messe de midi, comme d'habitude. J'avais dû rapporter des gâteaux du pâtissier installé dans la cité commerciale, un ensemble de bâtiments provisoires édifiés après la guerre en attendant l'achèvement de la reconstruction. En rentrant, j'ai enlevé mes affaires du dimanche et enfilé une robe se lavant facilement. Une fois les clients partis, les volets ajustés sur la devanture de l'épicerie, nous avons mangé, sans doute la radio allumée, parce qu'à cette heure-là, c'était une émission humoristique, Le Tribunal, avec Yves Degnaud dans le rôle d'un lampiste, accusé continuellement de méfaits dérisoires et condamné à des peines ridicules par un juge à la voix chevrotante. Ma mère était de mauvaise humeur. La dispute qu'elle avait entreprise avec mon père, sitôt assise, n'avait pas cessé durant tout le repas. La vaisselle débarrassée, la toile cirée essuyée, elle a continué d'adresser des reproches à mon père en tournant dans la cuisine, minuscule, coincée entre le café, l'épicerie et l'escalier menant à l'étage, comme à chaque fois qu'elle était contrariée. Mon père était resté assis à la table, sans répondre, la tête tournée vers la fenêtre. D'un seul coup, il s'est mis à trembler convulsivement et à souffler. Il s'est levé et je l'ai vu empoigner ma mère, la traîner dans le café en criant avec une voix rauque, inconnue. Je me suis sauvée à l'étage et me suis jetée sur mon lit, la tête dans un coussin. Puis, j'ai entendu ma mère hurler « Ma fille !» Sa voix venait de la cave, à côté du café. Je me suis précipitée au bas de l'escalier. J'appelais au secours de toutes mes forces. Dans la cave mal éclairée, mon père agrippait ma mère par les épaules ou le cou. Dans son autre main, il tenait la serpe à couper le bois qu'il avait arraché du billot où elle était ordinairement plantée. Je ne me souviens plus ici que de sanglots et de cris. Ensuite, nous nous trouvons de nouveau tous les trois dans la cuisine. Mon père est assis près de la fenêtre, ma mère est restée debout près de la cuisinière, et je suis assise au bas de l'escalier. Je pleure sans pouvoir m'arrêter. Mon père n'était pas redevenu normal, ses mains tremblaient et il avait sa voix inconnue. Il répétait « Pourquoi tu pleures ? Je t'ai rien fait à toi. » Je me rappelle une phrase que j'ai eue. « Tu vas me faire gagner malheur. » Ma mère disait « Allons, c'est fini. » Après, nous sommes partis tous les trois nous promener à bicyclette dans la campagne des alentours. En rentrant, mes parents ont rouvert le café comme tous les dimanches soirs. Il n'a plus jamais été question de rien. C'était le 15 juin 52, la première date précise et sûre de mon enfance. Avant, il n'y a qu'un glissement des jours et des dates inscrites au tableau et sur les cahiers. C'est le préambule de ce livre. Il sera en fait assez peu question dans mon souvenir, parce que je ne l'ai pas relu récemment, assez peu question de ce drame, mais il est là pour, je pense, planter plus un décor psychologique que vraiment être utilisé à des fins narratives, quoi. Et il est là pour montrer que dans ces familles-là, en ces temps-là, on pouvait se saisir de sa femme et décrocher une serpe et la lui mettre contre la tête et puis se rasseoir à table en silence et puis ne plus jamais en parler, quoi. Et c'est très beau. C'est très beau, c'est pas très Jojo, hein, évidemment. Hein. De rien ici n'est tout à fait Jojo. Hein.
Mais il y a quelque chose qui est assez fascinant avec ce livre, c'est que même si ça se passe autour des années 50, que je n'ai évidemment pas connu, j'ai l'impression de me souvenir de certaines choses aussi, quoi. Enfin, ça fait écho au vécu de tout le monde. Il y a vraiment une dimension universelle dans ce qu'Annie Ernaux raconte, qui tourne beaucoup autour du fait qu'on a toujours du mal à guérir de son enfance, enfin qu'on n'en guérit jamais en fait, et qu'on hérite socialement de quelque chose, quoi. Et Annie Ernaux, c'est devenu un écrivain qui aura peut-être le prix Nobel elle aussi un jour, qui a énormément de succès, qui est très valorisé, qui est vénéré, dont beaucoup d'auteurs se réclament. Elle est vraiment culte. Mais même dans ses livres les plus récents, et alors que c'est maintenant une dame assez âgée, elle est toujours cette petite fille de 1952 qui voit son père essayer de tuer sa mère et puis se rasseoir à la table comme si de rien n'était et puis sauver la face pour les voisins, quoi. C'est un livre. Elle fait une œuvre qui parle beaucoup de sauver les apparences. Voilà. Lisez-la, c'est très beau. Elle fait des trucs. Là, je viens de terminer un livre qui s'appelle Se perdre, qui est très différent de La honte, que j'aime moins, mais qui est quand même très intéressant. Où elle a eu une histoire d'amour avec un Russe dans les années en 1989, en fait, à la chute du mur de Berlin. Elle a écrit un roman à partir de cette histoire d'amour, et puis elle n'était pas contente de son roman, et elle a retrouvé le journal intime qu'elle écrivait à cette époque-là, où elle racontait: il vient chez moi, il laisse ses chaussettes, il ne m'appelle pas, j'ai faim, je sais pas, il pleut dehors. Enfin voilà, toute une série de banalités, mais qui encadrent une passion amoureuse d'autant plus terrible à vivre que le type est marié et qu'on n'a pas les téléphones portables, qu'on n'a pas les mails, et que si elle n'est pas chez elle quand il appelle, elle ne peut pas lui ouvrir et ne peut pas consommer cette idylle. Et donc elle a décidé de publier sans la moindre correction le journal intime qu'elle a écrit pendant une grosse année. Et donc il y a 300 pages, 300-400 pages de considérations à la fois très banales et très triviales, et puis de grandes envolées lyriques sur l'amour qui... voilà, c'est super intéressant. C'est vraiment un auteur qui expérimente des trucs et qui prend des risques tout le temps, quitte à déplaire, quitte à ne pas remporter un grand succès commercial. Et en cela, je la rattache, et je sais que ça va faire grincer des dents, mais à une autrice comme Christine Angot, que je respecte beaucoup, même si je trouve qu'elle n'est pas toujours très pertinente à la télévision quand elle est en chroniqueuse chez Laurent Ruquier, et qu'elle donne un avis qui peut être vraiment très brutal sur ce que les autres font, et pas toujours pas très autorisée, parce que je sais pas qui a un avis autorisé, mais voilà, elle est parfois extrêmement maladroite et confuse, je trouve, à la télé, mais dans ce qu'elle écrit, elle fait ce qu'elle a à faire, quoi. Et elle n'est pas là pour être aimée, elle n'est pas là pour avoir un succès commercial, elle n'est pas là pour faire plaisir. Elle creuse son truc, quoi. Avec, je trouve, beaucoup de courage, parce ça doit être dur d'être Christine Angot, parce que c'est quand même une des femmes les plus détestées de France, pas toujours à juste titre. Mais elle, comme Annie Ernaux, se permettent des livres qui vont sembler être du déchet à certains, mais qui pour elles font vraiment sens dans l'œuvre qu'elles sont en train de bâtir, quoi. Donc je trouve que c'est à la fois honnête, courageux, et ça, il y a souvent des choses intéressantes qui en émergent. Et si vous n'avez jamais lu Christine Angot, et si ça vous intéresse de découvrir autre chose que la femme médiatique, je vous conseille de lire Un amour impossible, qui est un livre qui est sorti il y a 2 ans, je pense, qui est magnifique, qui est son livre le plus accessible, je crois, le plus facile à lire, probablement le moins heurtant pour ceux que les histoires d'inceste rebutent, puisque c'est un peu ça qu'elle raconte depuis le début de sa carrière d'écrivain. Là, elle raconte l'angle mort, en fait, de
du drame qui a émaillé son enfance et son adolescence. Elle raconte l'histoire d'amour de ses parents et le fait que sa mère n'a jamais vu qu'elle était victime de la violence de son père. Mais jamais cette violence n'est expliquée ni décrite. Il y a juste une phrase dans tout le livre qui laisse comprendre qu'en fait elle était violée par son père. Et c'est un portrait de sa mère en fait. Et c'est un portrait de... C'est comme une déclaration d'amour et de pardon à sa mère. Et ça a l'air un peu cucu-gnangnan comme ça, mais c'est... Non, c'est très beau et il y a une écriture vraiment au scalpel et un sens de l'oralité que je trouve très réussi. Et moi, j'aime vraiment bien ce qu'elle fait, Christine Angot. Même quand elle fait des trucs plus faibles, j'aime bien. Et c'est comme Annie Ernaux, quoi. Voilà. Alors, un petit mot de Philippe Roth, qui est mort il y a quelques mois, qui n'a pas eu le prix Nobel, hein, il me semble. Non, non, il l'a pas eu. non, mais oui, je pense que même c'était un peu un semi-scandale qu'il l'ait jamais eu le prix Nobel. Alors, je sais pas si on peut l'avoir à titre posthume, mais ce serait bien. Plutôt que de le donner à des chanteurs qui sont très bien, mais bon. c'est Bob Dylan qui l'a eu. Et puis, ouais. Après, il y a eu le scandale. Puis il y a eu le scandale, oui. Ce qui nous prive d'un Nobel de Virginie Despentes cette année. Ou d'Annie Ernaux, oui. Que vous dire de Philippe Roth? Il n'est pas encore été dit. C'est un auteur américain qui est décrit comme étant extrêmement misogyne. Donc les féministes ont tendance à pas trop l'aimer. Et moi, je l'adore. Donc je pense qu'on peut être animé par vraiment une volonté de tendre vers l'égalité et apprécier vachement ce que des auteurs misogynes comme Houellebecq par exemple ou comme Philippe Roth font parce que l'expression de leur misogynie peut être aussi intéressante et être un objet de réflexion. Et puis, parce qu'il n'y a pas du tout que ça, évidemment. C'est vraiment, ce serait extrêmement réducteur de résumer Philippe Roth à quelque chose de misogyne. Et là, d'ailleurs, il n'en est même pas du tout question dans celui-ci. La pastorale américaine, qui est probablement le chef-d'œuvre de Philippe Roth, si on estime qu'il en a fait qu'un seul, alors que je pense qu'il y en a quelques autres quand même. Portnoy et son complexe, La Tâche. Et ça, c'est un roman qui est sorti fin des années 90. Comment vous le résumez? Parce que, comme le titre le dit, c'est pastorale américaine, c'est vraiment c'est un immense paysage, quoi. C'est une symphonie, c'est des milliers d'instruments qui jouent tous de concert, avec plein de personnages différents, qui sont tous épais, en fait, les personnages, qui ont tous un vécu, quelque chose à exprimer, quelque chose à vivre. L'histoire commence quand... le narrateur est un écrivain. Et un ancien camarade de classe reprend contact avec lui en lui demandant d'écrire sa vie. L'ancien camarade de classe en question, il est surnommé le Suédois. Or, ça se passe dans la communauté juive de Newark, comme à peu près tous les bouquins de Philippe Roth, quoi. Et on l'appelle le Suédois parce que le type en question, c'est une immense armoire à glace, il est élevé au grand air, le teint rose, les cheveux blonds, il est champion de je ne sais quelle discipline sportive. Et puis on a beau l'appeler le Suédois, c'est un peu l'Américain idéal, quoi, dans toute son américanité. Il épouse une Miss New Jersey, je pense. Ils font une fille superbe, un enfant merveilleux. Ils sont riches parce que lui, il a fait fortune. Enfin, il n'a pas fait fortune, mais il a hérité de l'usine de gants de son père. Son père faisait des gants en peau d'agneau, je crois, un truc du style. Enfin voilà. Donc c'est une réussite américaine assez typique, éclatante de santé et normalement éclatante de bonheur et de sérénité. Et donc ce type demande à l'écrivain qui narre l'histoire d'écrire sa vie, quoi. Parce qu'en fait, dans sa vie, il s'est passé un drame terrible, c'est que sa fille est devenue terroriste. Sa fille a posé une bombe dans un magasin général, une épicerie,
ou une poste, je sais plus exactement, mais bref, la bombe a explosé et elle a fait un mort. Et la fille s'est enfuie, quoi. C'était à l'époque de la guerre du Vietnam et des protestations anti-guerre du Vietnam, anticapitalistes aux États-Unis. Et elle illustre une espèce de frange très très radicale, quoi, d'action, de guérilla, quoi, au sein d'un groupuscule de gens tous anticapitalistes, anti-américains en fait, qui fustigent et qui rejettent toutes les valeurs qu'incarne en fait la famille du Suédois. Forcément, c'est un drame dont la famille ne se remet jamais, et c'est quelque chose qu'il a envie de voir écrite par son ancien ami devenu écrivain à succès. Je ne vous en dis pas plus, mais bon, c'est extrêmement bien écrit, c'est vraiment passionnant, c'est des extrêmement beaux portraits, mais ce qui est aussi vachement intéressant, c'est que ça résonne très fort avec l'actualité, alors qu'à l'époque, il n'était pas du tout question d'islamisme ou de djihad, mais il y a une vraie correspondance entre ce que Philippe Roth raconte du climat de l'époque et de la haine nihiliste, enfin, et de la colère nihiliste d'une partie de la jeunesse qui se sent pas concernée par les options que les institutions prennent autour d'elle. Qui est, je crois, ce qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui dans tous les drames liés à la radicalisation religieuse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne fait rien comprendre. Ça montre que l'histoire ne cesse de bégayer, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça parle aussi très fort de l'incommunicabilité entre les êtres. Et non seulement c'est un livre qui ne fait rien comprendre, mais qui met justement le doigt sur le fait qu'on ne se comprend pas entre nous et qu'on ne se comprendra jamais. Voilà, donc c'est une petite comédie légère. Et c'est pas court, hein, c'est plus ou moins 600 pages, mais ça se dévore. C'est un vrai page-turner, comme on dit, qui est très efficace, avec l'écriture un peu américaine. Je ne sais pas comment la décrire autrement, de Philippe Roth, qui n'est pas du tout dans l'incontinence émotionnelle, mais qui n'est pas dans la sécheresse non plus. Il fait son un peu comme Emmanuel Carrère. On sait que c'est du Philippe Roth, bon, on ne sait pas pourquoi, mais c'est la symphonie, quoi. En fait, c'est la pastorale qui nous montre que oui, en fait, c'est bien lui. On est bien en train de lire un livre de Philippe Roth. Et je vous les conseille tous, hein, les livres de Philippe Roth, même les derniers. Heureux ceux qui n'ont pas encore lu Philippe Roth, parce que je crois qu'ils ont des semaines et des semaines de plaisir et de passion devant eux, quoi. Voilà. Et alors, pour terminer, un truc quand même beaucoup plus marrant, c'est les Pascal Brutal de Riyad Sattouf. Alors Riyad Sattouf, vous le connaissez probablement par L'Arabe du futur, qui est sa quadrilogie super célèbre, qui vient de délivrer son dernier tome, son 4e tome, et qui est super, L'Arabe du futur, qui raconte la jeunesse de l'auteur en Syrie et en Libye. Il est métis breton-syrien, et son père travaille à l'université en Syrie et en Libye, et donc il habitait là-bas avec sa mère qui est une Française, une Bretonne pure beurre, et qui doit se faire évidemment s'accoutumer aux mœurs locales qui était, oui, manifestement très différente. Alors on n'est pas encore dans un pays vraiment d'islam, mais c'est quand même un pays violent à l'époque, en tout cas. Enfin, il montre que ça, quand il allait à la maternelle, il a 40 ans, Riyad Sattouf, donc il a vécu plus ou moins ce que, enfin voilà, mes maternelles devaient plus ou moins ressembler auraient dû ressembler plus ou moins à ses maternelles, sauf que nous on faisait de la plasticine, du tambourin, un collier de nouilles et une sieste. Et lui, les maîtresses battaient les enfants, quoi, parce que ils n'avaient pas mis leur bon uniforme. Et il raconte l'expérience de la brutalité. Mais c'est très marrant, en fait. Il y a même des enfants qui peuvent lire L'Arabe du futur.
on peut lire à n'importe quel âge, en fait, et prendre ce qu'il y a à prendre. C'est ça qui est bien écrit à Tsatou, c'est que tout ce qu'il fait, que ce soit l'Arabe du futur, les Cahiers d'Esther, qui est aussi, je pense qu'il en a au son 3e tome, là, où il raconte le quotidien d'une petite fille qu'il a commencé à 10 ans, puis à 11 ans, puis à 12 ans, basé sur ce que lui raconte une petite fille qu'il connaît dans la vraie vie, sur ce qu'elle lui raconte. Et donc on peut rigoler des aventures et mésaventures de cette petite fille ou de ce petit garçon dans le cas de l'Arabe du futur. Mais on peut aussi voir tout ce qui se cache de dureté et de jeu social, enfin de laboratoire social qui se joue dans la petite enfance, quoi. Il a aussi fait une série de BD qui était au départ des chroniques dans Charlie Hebdo, qui s'appelle La vie secrète des jeunes, que j'adore, où en fait c'est des brèves de comptoir, sauf que c'est pas de comptoir, c'est de partout, quoi. Il est dans la rue, il tend l'oreille, il écoute des jeunes qui parlent dans le métro ou dans un magasin. Et c'est hyper drôle et hyper désespérant parce qu'évidemment c'est rarement les trucs les plus intelligents qu'il a envie de rapporter. Et donc il faisait une planche chaque semaine dans Charlie Hebdo et puis c'est devenu une BD et puis c'est 3 BD. Et donc il y a l'intégrale qui est sortie aussi et c'est le monde. C'est le monde. Et donc dépendamment de son état d'esprit, on peut en rire, on peut en pleurer, mais c'est toujours extrêmement bien croqué. Et ici, Pascal Brutal, c'est très différent, je trouve, de ce qu'il fait, parce que là, c'est vraiment un personnage de pure fiction, contrairement à tout le reste, où il est plutôt dans la non-fiction. Et c'est un super-héros qui, comme vous pouvez peut-être le voir sur la couverture, a un seul super-pouvoir, c'est qu'il est super viril. C'est son hyper-virilité qui est son super-pouvoir et il se sort de toutes les situations grâce à son taux extrêmement élevé de testostérone et son habileté au coup de pierre tourné. Et voilà, enfin, il porte des chaînes et des gourmettes, il fait de la moto et c'est absolument tout à fait absurde. Il est con comme ses pieds, mais il arrive quand même toujours, sans doute grâce à sa connerie, à s'en sortir par le haut de toutes les situations. C'est un peu Chuck Norris, quoi, pour ceux à qui la référence parle. C'est vraiment débile, mais malgré tout, les planètes s'alignent bien pour lui et voilà, il s'en sort. Ce qui est peut-être une allégorie de notre vie à tous. Et c'est très, très, très drôle. Il y a des trouvailles scénaristiques qui moi me font vraiment hurler de rire, comme le fait qu'il est amoureux en secret de Diams, tout en étant très homophobe. Il a aussi des aventures homosexuelles. Sa mère l'a eu après une expérience d'un soir avec un punk à chien dans un fossé. Enfin, c'est vraiment, ça pourrait être sordide, mais en fait, c'est vraiment drôle et c'est bon, c'est con, hein. Genre, il y a un épisode où, parce que c'est des petites histoires, c'est entre 3 et 5 pages de petites histoires, quoi. C'est pas un long récit. Mais il y a une petite histoire où il devient stand-upper, quoi. Il fait du comique de stand-up, quoi. Et sa blague qui fait hurler de rire, parce qu'en fait, l'hyper-virilité de Pascal Brutal remporte un vrai succès, quoi. Et sa blague la plus célèbre s'appelle « C'est qui a pété ?» Et alors on voit le public en délire tellement il trouve ça désopilant. Et en fait, ce que Pascal Brutal nous raconte, c'est pas si loin de ce que raconte Virginie Despentes ou Annie Ernaux, c'est que à travers cette exacerbation de l'ultra-virilité, il raconte la fabrique des garçons et en creux, en négatif, la fabrique des filles et de tout l'univers normatif qui s'impose aux êtres humains. Et tout ce que ces normes peuvent avoir de ridicule. Donc en fait, là... Je vous parle de la honte, des livres d'Annie Ernaux, des livres de Virginie Despentes. C'est très beau, c'est très fort, c'est très brutal, mais on a plutôt envie d'en sortir. Enfin, on est plutôt un peu désespéré quand on en sort que quand on lit Pascal Brutal. En fait, on s'est tellement bien marré que ça reprend comme sa juste place de ridicule, quoi. Toutes les choses qui ont tendance à nous oppresser en tout cas, qui moi m'oppressent
des normes, quoi. Il faut être comme ça, voici comment il faut se comporter. Moi, ça a tendance parfois à m'étouffer, quoi. Et je lis un Pascal Brutal. Je me suis tellement bien amusée que j'arrive à tourner ça en dérision et à mettre ça à distance. Et c'est surtout, c'est vraiment hyper drôle, quoi. Et c'est pas que drôle, c'est comme, il y a une vraie qualité et de dessin et de réflexion, sans qu'on ait l'impression qu'il y a de la réflexion. On peut décider que c'est con et que c'est drôle et de le lire simplement comme ça, mais le tome 3, je pense, il a eu le Fauve d'or à Angoulême, qui est quand même un peu la récompense suprême, et je suis contente de voir que l'intelligentsia de la BD puisse reconnaître qu'un truc qui n'est pas avec le petit doigt en l'air, qui pue pas la poussière, peut remporter des prix prestigieux. Mais je pense qu'en BD, ils sont quand même un peu plus aventureux qu'en littérature classique. Donc voilà, je vous conseille tout Riyad Sattouf, à part peut-être les débuts, qui sont un peu plus faibles. Il y a des BD qui s'appellent Les pauvres aventures de Jérémie, qui sont sympas, mais pas dingues. Il y a aussi Retour au collège, qui est très chouette. Il y a un film qui est sorti tiré de cette séquence de BD là qui s'appelle Les beaux gosses. Voilà. C'est super, quoi. C'est un auteur hyper talentueux. Et pour moi, c'est un génie, quoi. En fait, tous les auteurs que je vous ai présentés, pour moi, ce sont vraiment des plus que des génies. Enfin, oui, c'est des gens qui sont un peu hors catégorie, quoi, qui sont que je regarde d'en bas en disant merci d'exister, merci. Et voilà ce que je pouvais vous dire finalement. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, c'est au sujet du livre Ariane. Je voulais savoir si c'était une fiction ou si c'était autobiographique. Alors ça part d'une séquence réelle. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est l'histoire d'une amitié entre deux jeunes adolescentes qui tournent court et qui tournent mal, quoi. Très mal, même. Et j'ai réellement eu une amitié qui a tourné très mal quand j'avais l'âge de narratrice. J'ai dépeint un milieu qui ressemble un peu au milieu dans lequel j'ai grandi. Mais il y a aucune scène qui est il y a rien qui est exact, quoi. Il y a aucune scène qui est autobiographique, mais j'ai pris des trucs de mon vécu, des choses que j'ai entendues, des choses vécues par des gens que je connais, ou des choses que j'aurais bien aimé vivre, ou voilà, j'ai fait un travail d'invention à partir d'un matériau autobiographique, mais quand je le relis, le livre, ce qui m'arrive rarement, je ne me vois pas, et je ne vois pas des images de mon enfance. Donc, je crois que je peux dire que c'est une fiction. Merci. C'est terrible. Je vous ai assommé un peu. Non, rien. Je peux faire une question un peu ring pour moi alors. Et en film? Ce qu'il faut voir. Oui, voilà. Parce que moi, j'aimerais bien avoir l'équivalent en film. Et c'est vrai que, comme je sais que vous regardez en tout cas des films, est-ce que vous en avez quelques-uns comme ça que... Ça change hyper souvent, évidemment. Mais le dernier film qui m'a vraiment super fort emballée, et je suis vraiment navrée parce que j'ai lu hier que ça avait été un échec total en salle, c'est un film qui s'appelle Guy, d'Alex Lutz. Je vous vois... On a essayé par tous les moyens de le trouver hier pour le voir, parce que justement... Ah oui. On n'a pas réussi. Ah non. Pas encore sorti en DVD. On a essayé d'avoir les moyens pas très légaux. Mais les films français, si c'est pas sorti en DVD, ouais. Tu sais pas. Et moi, je l'ai vu il y a quoi, 2 mois au cinéma. Ouais. Donc, ce sera pas encore sorti en DVD. Ça va venir, ça va venir. Qui est donc cette faux documentaire sur un faux chanteur des yéyés
joué, écrit et réalisé par un type qui s'appelle Alex Lutz, qui est maquillé, qui a plein de prothèses et qui pourtant est extrêmement crédible et qui, pour moi, Alex Lutz, c'est vraiment des plus grands génies de notre temps. Lui aussi, hein, vraiment, je le mets sur la pile de gens que je regarde couchés par terre à côté de leurs chaussures. Et c'est très beau, quoi. C'est un portrait d'homme sans cynisme, mais avec humour, quoi, et avec une certaine conscience du ridicule, malgré tout, mais sans se moquer du personnage, quoi. Enfin, on est vraiment avec ce personnage alors qu'il est bourré de défauts. Et il y a une bande son qui est super. Enfin, il a vraiment créé un monde, quoi. Comme si ce type avait vraiment existé, Guy Jammet. Voilà, je vous conseille, si jamais vous avez l'occasion de voir ce film, Guy, il est vraiment très, très drôle et très bouleversant. Et sinon, mon année 2018, j'ai pas vu grand-chose de super emballant. Non. Non, en théâtre, je pourrais, mais ça sert à rien puisque c'est des trucs qui sont déjà passés et qui sortent pas en DVD. En théâtre, j'ai vu un truc. Alors ouais, je peux peut-être vous... ça s'appelle Le Porteur d'Histoire, et je l'ai vu la semaine dernière. C'était au Théâtre Le Public à Bruxelles, mais il va être à Louvain-la-Neuve bientôt, et je crois que ça va tourner. C'est d'Alexis Michalik, qui est un espèce de prodige, un génie aussi du théâtre français. Je crois qu'il a 34 ans et il a déjà eu je sais pas combien de Molière. Enfin voilà, c'est un type injuste de talent. Et c'est une pièce qui raconte rien. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que ça raconte rien, c'est que ça n'a même pas de sous-texte ni social, ni politique, ni quoi que ce soit. C'est juste une histoire tellement bien emmanchée, qui se déroule tellement bien par arborescence avec une mise en scène, parce qu'il signe évidemment la mise en scène aussi, qui est tellement virtuose, où et c'est de l'arte povera, hein, il n'y a pas de décor, quoi. Il y a juste deux portants avec des costumes, et pourtant on a l'impression d'être autant des croisades, et puis dans un cimetière, et puis en Algérie, et puis enfin c'est dingue. Et voilà, la pièce va tourner et elle est incroyable. C'est vraiment un truc, mais pour ceux qui s'intéressent en plus à la mise en scène, voir ça calme, quoi. Et le type a aussi fait fait une pièce qui s'appelle Edmond, sur Edmond de Rostand. La pièce va bientôt être jouée à la rentrée. Enfin, ce sera la grande pièce du Théâtre Le Public à Bruxelles en 2019, mais il y a surtout le film, parce qu'il a aussi fait un film, évidemment, qui s'appelle Edmond, et j'ai vu des affiches dans les cinémas, donc je pense que ça va sortir incessamment sous peu. Et comme Le Porteur d'Histoire était déjà incroyablement cinématographique, et qu'en sortant, on se disait, mais il faut faire un film de ce truc, j'imagine que... il aura très bien accompagné cette pièce que je n'ai pas vue dans ce film que je n'ai pas vu, pour en faire quelque chose qui est certainement merveilleux. Voilà. Tu l'as pas fait en BD aussi ? C'est possible. Oui, c'est bien possible. Le film va sortir en 2019. Ah, en 2019, ouais. Bon, c'est bientôt. Hein. Bientôt. Dans quelques jours. Ouais. Voilà. Ouais, en théâtre, j'ai vu des chouettes trucs, mais c'était surtout des trucs étrangers ou français qui avaient été rapatriés ici. C'est à Bruxelles. Quand on a la chance de vivre à Bruxelles, c'est... Mais ça tourne, hein. Franchement, les pièces de théâtre, elles tournent pas mal quand même, non ? À tourner, je trouve que la programmation est assez sage. Ouais. On a, mais je sais pas. Chaque fois que j'y suis allée, je trouvais que c'était très comme il fallait. Ah ouais. Mais le théâtre... Mais peut-être que je suis mal tombée aussi. J'ai entendu parler d'un truc avec un cheval qui était par contre pas du tout comme il fallait, mais qui m'aurait pas intéressé. C'est le cas du Next, ça. Oui. Mais moi, chaque fois que j'ai lu, c'était des trucs très sages. Très pédagogiques. Pédagogiques, non, mais presque, si. Enfin, il n'y a pas quelque chose qui met, à part peut-être celui de cette fille qui était à l'école avec moi, puis je ne sais même plus comment ça s'appelle. Céline. À part peut-être sa pièce qui est un petit peu plus... Et encore, voilà, il n'y a rien qui m'a perturbée, dérangée. Ah oui, non. Ah non, moi pas. Hein. Les pièces qui m'ont le plus fait plaisir cette année, c'était vraiment du spectacle, quoi. Et du merveilleux. Enfin, vraiment le théâtre... le théâtre un peu Père Noël, comme ça. Mais bouleversé, dérangé, non, ça fait... Non, je sais pas. C'est au théâtre.
des trucs. Eh ben, il y avait une adaptation des Particules élémentaires de Michel Houellebecq. Tu n'aimes pas Michel Houellebecq? Eh ben, au théâtre, c'est vraiment fantastique. Il a une écriture qui se prête vachement au théâtre. Et la pièce durait 4 heures. Donc, franchement, j'y allais avec les pieds de plomb. Et ça aurait pu durer encore, 3/4 d'heure de plus, que je serais quand même restée. Ouais, sinon, c'était vachement bien. Et ça, dans le genre dérangeant, perturbant, les particules élémentaires, ouais, quand même.